philosophie. Page d'aide sur l'homonymie, pour les articles homonymes, voir philosophie, homonymie. Cet article a besoin d'un nouveau plan. Les informations dans cet article sont mal organisées, redondantes, ou il existe des sections bien trop longues. Améliorez-le ou soumettez des propositions aux pages de discussion. Le penseur par Auguste Rodin. Grubel-Rennes, Annie Carlsberg Glyptothèque. La philosophie, du grec ancien, composée de philin, aimer, et de sophia, sagesse, signifie littéralement l'amour de la sagesse. C'est une activité et une discipline existant depuis l'Antiquité, en Occident et en Orient, se présentant comme un questionnement, une interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence humaine. Différents buts peuvent lui être attribués: la recherche de la vérité, la méditation sur le bien, le beau, le juste, la quête du sens de la vie et du bonheur. Au sens aristotélicien et médiéval, la philosophie est une science, la science des premiers principes et des premières causes de. Au sens moderne et pour une bonne partie des philosophes contemporains, la philosophie n'est pas un savoir, ni un ensemble de connaissances, mais une démarche de réflexion, sur les savoirs disponibles. 3. Ancrée dès ses origines dans le dialogue et le débat d'idées, elle peut se concevoir comme une activité d'analyse, de définition, de création ou de méditation sur des concepts. À la différence des sciences naturelles, des sciences formelles et des sciences humaines, auxquelles elle est intimement liée par son histoire, la philosophie ne se donne pas un objet d'étude particulier et unique. On trouve toutefois au sein de la philosophie des domaines d'étude distincts, tels la logique, et l'éthique, la métaphysique, la philosophie politique, et la théorie de la connaissance. Au cours de l'histoire, des autres disciplines se sont jointes à ces branches fondamentales de la philosophie, comme l'esthétique, la philosophie du droit, la philosophie des sciences, appelée aussi épistémologie, la philosophie de l'esprit, et l'anthropologie philosophique, ou la philosophie du langage. Sommaire. 1. Étymologie. 2. Définir la philosophie occidentale. 3. Les méthodes de la philosophie occidentale. 3.1. Délimitation négative de la méthode. 3.2. Caractéristiques de la méthode de la philosophie. 4. La philosophie occidentale comme mode de vie. 5. Philosophie occidentale et société. 6. Philosophie et histoire de la philosophie occidentale. 7. Les branches de la philosophie occidentale. 8. Frise chronologique. 9. Histoire de la philosophie occidentale. 9.1. Philosophie antique. 9.1.1. Période grecque. 9.1.2. Période romaine, et de l'Antiquité tardive. 9.2. Philosophie médiévale. 9.2.1. Philosophie islamique. 9.2.2. Philosophie chrétienne. 9.2.3. Philosophie juive. 9.2.4. L'humanisme. 9.3. Philosophie moderne. 9.4. Philosophie contemporaine. 9.4.1. Le 19e siècle. 9.4.2. Le 20e siècle. 10. Histoire des philosophies asiatiques. 10.1. La philosophie indienne. 1.0.1.1. Les différentes écoles. Stika. 1.0.1.1.1. Le Nyaya. 1.0.1.1.2. Le Vaisesika. 1.0.1.1.3. Le S. Kia. 1.0.1.1.4. Le Veda. 1.0.1.2. Les différentes écoles N. Stika. 1.0.1.2.1. Le jaïnisme. 1.0.1.2.2. Le bouddhisme. 1.0.1.2.3. Le C. RV. K. 10.2. La philosophie babylonienne. 10.3. La philosophie perse. 10.4. La philosophie chinoise. 1.0.4.1. Le confucianisme. 1.0.4.2. Le néo-confucianisme. 1.0.4.3. Le taoïsme. 1.0.4.4. Le néo-taoïsme. 1.0.4.5. Les 100 écoles. 10.5. La philosophie japonaise. 10.6. La philosophie coréenne. 11. La philosophie africaine. 12. La philosophie sur le web. 13 références. 14 notes. 15 sources. 16 pour aller plus loin. 17 annexes. 17.1 article connexe. 17.2 lien externe. 1.7.2.1 définition. 1.7.2.2 organismes dédiés à la philosophie. 1.7.2.3 ressources diverses. Étymologie. Étymologiquement, le mot français philosophie dérive du grec ancien, composé de aimer et la sagesse, le savoir, c'est-à-dire littéralement, est l'amour de la sagesse ou est l'amour du savoir. À noter que le mot est effectivement parti du lexique du grec ancien, on trouve des usages attestés dès l'Antiquité. Il ne s'agit donc pas d'une construction moderno-basée sur du grec, forme de néologisme courant en français, comme pour le terme utopie par exemple 4.
Les termes philosopho et philosophin apparaissent en quelques occurrences chez les penseurs présocratiques 5 Héraclite, Antiphon, Gorgia et Pythagore, mais aussi chez d'autres penseurs contemporains de Socrate, comme Thucydide ou Hérodote. D'après un écho d'Héraclite du Pont, Pythagore serait d'ailleurs le premier penseur grec à s'être qualifié lui-même de philosophe 6. Toutefois, c'est la pratique qu'en fait Socrate, dans les dialogues de Platon, qui fixera le type de recherche et de questionnement en quoi consiste encore aujourd'hui la philosophie 7. La philosophie est à plusieurs reprises définie par Platon comme étant en opposition avec les désirs humains. Philoédono, amour du plaisir, philoeumato, amour du corps, ou philonico, amour de la victoire. Pour lui, elle s'exerce plutôt dans la partie plus qu'humaine des êtres humains, c'est-à-dire dans une pratique purement intellectuelle, et elle est synonyme de philomatia, amour de la connaissance 8. Par ailleurs, elle est une tension vers un savoir, ou une sagesse que l'on ne possède pas, et en ce sens elle relève d'un désir permanent. Ainsi, Socrate, lors de son procès rapporté dans l'Apologie de Socrate, affirme être ami de la sagesse, et non pas sage 9. C'est ce qui l'amène à trouver dans sa condamnation à mort une chance ultime de séparation de son corps, qu'il considère proprement humain, et de son âme, qu'il considère proprement intellectuelle, cette âme pouvant alors peut-être contempler le savoir après la mort 10. Désir de connaître et amour du savoir, ou philosophie, c'est bien une même chose? Platon, La République, 2, 376b. Définir la philosophie occidentale. Article détaillé, définition de la philosophie, et philosophie occidentale. Paul Gauguin, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? 1897 à 98. La philosophie contemporaine occidentale, issue d'une tradition multiple, se présente sous des formes variées. Tradition herméneutique et post-kantienne en Allemagne, philosophie analytique dans les pays anglophones, et dans une grande partie de l'Europe, tradition phénoménologique, en Europe continentale 11. Certains remettent fortement en cause la tradition philosophique, et ses présupposés tels la philosophie féministe, la déconstruction de Derrida ou de Heidegger. Ces courants forment autant de pratiques différentes, et d'opinions divergentes, sur la nature de la philosophie, qui interdisent de donner une définition unique acceptable par tous. S'il y a aujourd'hui plusieurs traditions philosophiques, aucune ne peut prétendre résumer l'activité philosophique à elle seule, ni décrire l'activité philosophique de façon consensuelle. Les difficultés à définir la philosophie sont en outre de nature épistémologique, car il est difficile de délimiter rigoureusement méthode, thème et objet de la philosophie. Historiquement, elle a pu en effet s'inspirer d'autres disciplines, des mathématiques, voire des sciences positives. Pourtant, elle n'a jamais réussi à développer une méthode, ou un ensemble de méthodes, qui aurait réussi à s'imposer parmi les philosophes, comme la méthode expérimentale s'est imposée en physique, et en chimie par exemple. En outre, les amalgames entre la philosophie, et d'autres disciplines sont, de plus favorisés par une tradition de philosophes, aux intérêts très divers. Ainsi Aristote aura été aussi bien logicien, que philosophe ou naturaliste. Déterminer le philosophe, par sa fonction sociale n'est donc pas aisé. La plupart des activités autrefois appartenant à la discipline, sont devenues aujourd'hui autonomes, psychologie, sciences naturelles, etc., et la part propre de la philosophie s'est réduite. Mais il est également délicat de déterminer l'essence de la philosophie occidentale, soit parce que son statut dans la société est lui-même difficile à cerner, soit qu'elle a été ramenée à d'autres disciplines apparemment proches. Dès l'Antiquité, par exemple, Socrate était confondu dans les nuées d'Aristophane avec les sophistes, que Platon nous présente pourtant comme ses adversaires dans ses dialogues. Emmanuel Kant ramenait le domaine de la philosophie à 4 questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'a-t-il permis d'espérer? Qu'est-ce que est l'homme? 3. Les méthodes de la philosophie occidentale. On peut dans une première approche, délimiter ex negativo un certain nombre de méthodes, et de principes heuristiques, qui caractérisent au moins en partie la philosophie. Des limitations négatives de la méthode. D'une part, la philosophie ne recourt pas à la méthode expérimentale. La philosophie, en effet, à la différence de la physique, de la chimie ou de la biologie, n'a jamais vraiment intégré le processus d'expérimentation dans son outillage heuristique. Ceci est évident, pour la philosophie antique et médiévale qui ne connaissait pas l'expérimentation. Même les grands philosophes, qui se sont illustrés comme scientifiques, Descartes, Pascal, Leibniz pour ne citer que, ont toujours distingué leur travail dans le domaine scientifique et dans le domaine philosophique. Certains philosophes comme Kant ou Wittgenstein ont même vu dans l'absence d'expérimentation, en philosophie une caractéristique épistémologique essentielle de cette discipline, et ont refusé toute confusion,
avec les sciences expérimentales 13. D'autre part, la philosophie n'est pas, par essence, une science reposant sur l'observation empirique à la différence de la sociologie ou des sciences politiques par exemple. Il ne faut naturellement pas croire que la philosophie peut ignorer les données empiriques les plus évidentes. Mais traditionnellement la philosophie ne veut pas se limiter à un simple catalogue de faits, et entreprend pour cela un vrai travail de théorisation voire de spéculation. Ainsi, par exemple, même si Aristote a recueilli les constitutions des cités grecques de l'époque, il a voulu dans la politique et dans l'éthique à Nicomaque analyser les structures de la cité d'un point de vue théorique. Enfin, la philosophie, à la différence des mathématiques, ou de la logique formelle, ne s'est jamais décidée à travailler uniquement au moyen de symboles formels, bien que Leibniz ait pu rêver résoudre les problèmes philosophiques au moyen des calculs logiques universels 14. Et si la philosophie analytique contemporaine est impensable sans la logique mathématique, elle utilise encore massivement le langage naturel. Caractéristiques de la méthode de la philosophie. Le philosophe par Rembrandt. Malgré les difficultés que comporte cette entreprise, il est possible de distinguer certaines grandes caractéristiques positives de la méthode philosophique. La philosophie se comprend comme un travail critique. C'est une de ses définitions les plus courantes. Cette critique n'est cependant jamais purement et simplement négative. Elle a pour but de créer de nouvelles certitudes, et de corriger les fausses évidences, les illusions et erreurs du sens commun, ou de la philosophie elle-même. Socrate, par exemple, interrogeait ses contemporains et les sophistes afin de leur montrer leurs contradictions, et leur incapacité à justifier ce qui leur semblait évident 15. Descartes est à l'époque moderne le meilleur représentant de cette conception de la philosophie, car, selon lui, seul un doute radical et général pouvait être le fondement d'une pensée parfaitement rigoureuse et indubitable. La philosophie est souvent caractérisée comme un travail sur les concepts et notions, un travail de création de concepts permettant de comprendre le réel, de distinguer les objets les uns des autres et de les analyser, mais aussi un travail d'analyse des concepts et de leurs ambiguïtés 17. Elle a très tôt 18 reconnu les problèmes que posent les ambiguïtés du langage. De nos jours, la philosophie analytique donne elle aussi une grande place à ce problème. En outre, à la différence des sciences, la délimitation des méthodes et du domaine de la philosophie fait partie de la philosophie elle-même. Chaque penseur se doit d'indiquer quel problème il souhaite éclairer, et quelle sera la méthode la plus adaptée pour résoudre ces problèmes. Il faut en effet bien voir qu'il y a une unité profonde des problèmes philosophiques, et de la méthode philosophique. Il ne faut donc pas voir l'instabilité des méthodes, et des thèmes philosophiques, comme une faiblesse de la discipline, mais plutôt comme un trait caractéristique de sa nature. Ainsi, la philosophie est une sorte de retour critique du savoir sur lui-même, ou plus précisément une critique rationnelle de tous les savoirs, opinions, croyances, art, réflexion scientifique, etc., y compris philosophique, puisque réfléchir sur le rôle de la philosophie c'est entamer une réflexion philosophique 19. Adorno et Horkheimer, deux représentants de la critique marxiste de la rationalité moderne. Enfin, la philosophie est une discipline déductive et rationnelle. Elle n'est pas simple intuition, ou impression subjective, mais demeure inséparable de la volonté de démontrer par des arguments et déductions ce qu'elle avance. Elle est volonté de rationalité. C'est même la rupture des présocratiques, avec la pensée religieuse, mythologie, de leur époque, et leur rapport au dieu grec, qui est considéré traditionnellement comme le point marquant de la naissance de la philosophie. Ce souci de démontrer et de livrer une argumentation se retrouve au cours de toute l'histoire de la philosophie. Qu'on songe aux discussions héristiques durant l'Antiquité, à l'intérêt que portent les philosophes à la logique depuis Aristote, mais aussi, au Moyen-Âge, au souci de donner à la philosophie la rigueur démonstrative des mathématiques, comme chez Descartes ou Spinoza, ou à l'importance qu'accorde la philosophie analytique de nos jours à la rigueur et à la clarté argumentative. Malgré cette tendance profonde, la philosophie contemporaine a vu se développer une critique radicale de la raison, que ce soit chez Nietzsche, Heidegger, ou encore Adorno. La rationalité même s'est donc trouvée mise en débat par la philosophie 20. La méthode est un ensemble de prescriptions relatives au déroulement optimal d'une activité. Cette dernière peut être soit une pratique collective assez complexe, comme la gestion de la communauté politique, méthode démocratique, soit la résolution d'un problème théorique spécifique, méthode diagonale de Cantor. Méthode des tables sémantiques. Le concept de méthode est historiquement lié au problème de l'acquisition de la certitude dans le champ cognitif. Pour Socrate, l'activité qui vise la connaissance est, comme tout autre art, obligée de se conformer à certaines règles. Dans les dialogues platoniciens, Socrate semble pleinement conscient du rapport
qui existe entre la validité d'une connaissance et la modalité de son acquisition. C'est d'ailleurs là l'essence de toute position, qui reconnaît à la méthode une importance prédominante. La maïeutique de Socrate ainsi que la méthode dialectique dans les diverses présentations, qu'on peut en donner à partir des dialogues platoniciens, sont des procédures visant à éviter l'erreur de l'analyse des concepts, et tout particulièrement la forme d'erreur, qui réside dans l'acceptation tacite, ou inconsciente des préjugés et des présupposés. La philosophie occidentale comme mode de vie. Jean-Léon Gérôme, Diogène, 1860. Portrait romantique qui représente aussi le chien, en grec, qui a donné son nom au cynisme. La philosophie est comprise très tôt comme une manière de vivre et non pas uniquement comme une réflexion théorique. Dit autrement, être philosophe, c'est aussi vivre et agir d'une certaine façon, et non pas seulement se confronter à des questions abstraites. 21. L'étymologie du terme « philosophie » indique bien que le philosophe est celui qui tend vers la sagesse, qui cherche à vivre comme il faut et plus particulièrement qui recherche le bonheur. La philosophie entendue comme mode de vie met l'accent sur la mise en application dans sa propre vie des résultats de la réflexion philosophique. L'idée que la philosophie est une manière de vivre a aussi pu amener certains philosophes à imaginer que, pour cette raison, ils devaient guider les autres et les aider à mener correctement leurs existences. La philosophie, d'éthique personnelle, pouvait se faire projet collectif voire politique. Ces ambitions collectives de la philosophie prennent différentes formes. Une véritable communauté de vie pouvait se constituer autour d'un philosophe. Ceci explique en partie la naissance dans l'Antiquité des écoles philosophiques, autour d'Épicure, de Platon ou d'Aristote par exemple. Depuis les présocratiques, et surtout à partir de Socrate, toute une tradition a défendu cette conception de la philosophie comme un mode de vie. Citant entre autres les stoïciens 22, Platon, Aristote, Épicure, Descartes 23, Spinoza 24, Sartre ou Russell. Mais ce dernier sont loin d'exclure l'idée que le philosophe intéresse à des problèmes théoriques. La sagesse, ou plus exactement la sophia, que veut posséder le philosophe, est aussi un savoir et une connaissance. Le philosophe, dans la lignée de la tradition fondée par Socrate, sait comment il doit vivre, il peut justifier ses choix et son mode de vie. Socrate par exemple, dans les dialogues présocratiques de Platon, exige de ses interlocuteurs qu'ils soient à même de donner le logo de leur jugement de valeur et de leur choix, c'est-à-dire de les justifier rationnellement. Cette exigence de rationalité peut même amener à donner des fondements authentiquement scientifiques à la philosophie. Bien sûr, la définition de la philosophie, en tant que modus vivendi, mode de vie, ne peut prétendre être suffisante pour définir la philosophie dans son ensemble. Bien des philosophes ont compris la philosophie comme un travail intellectuel, et non comme un mode de vie. C'est le cas de manière claire dans le monde universitaire et de la recherche de nos jours. Il en va tout autrement, en Inde notamment. Le point de vue occidental ne peut s'appliquer aux concepts philosophiques en vigueur dans cette partie du monde, bien qu'il y eût tentative d'assimilation à l'époque romaine, en particulier avec Plotin. L'on sait que lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, vers -325, les Grecs furent frappés par l'ascétisme hindou, et le dénuement qui en résultait 25. D'où leur appellation, fausse, de gymnosophistes, de gymno, nu. Ces ascètes pratiquaient les préceptes des Upanishads. À cette confrontation d'idées philosophiques, intervient l'ethnophilosophie. Philosophie occidentale et société. Jacques-Louis David, La mort de Socrate, 1787, conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. Au fil du temps, les rapports entre la société et les philosophes ont pu varier énormément, mais de manière générale on peut déterminer trois types de rapports. D'une part, les rapports entre la société et les philosophes sont parfois caractérisés par une violente attitude de rejet, car il est courant que la philosophie se démarque. Méfiante vis-à-vis des traditions, critique envers toute forme de préjugés, la philosophie n'a pas manqué de connaître des heurts plus ou moins durs avec la société. Quelques dates symboliques sont à retenir. En 432 avenue Jésus-Christ, Anaxagore est chassé d'Athènes, sous le coup d'une accusation d'athéisme. En 399 avenue Jésus-Christ, Socrate est condamné à mort, sous les chefs d'accusation de corruption des murs de la jeunesse et d'impiété. En 529 ap. Jésus-Christ, l'empereur chrétien Justinien fait interdire l'enseignement de la philosophie païenne à Athènes. C'est à cette date que les philosophes grecs vont se réfugier en Syrie et au Liban, où certaines œuvres philosophiques seront traduites en arabe par des traducteurs travaillant pour les premiers califes abbassides 26. Les années 1188 à 1189, le sultan Abu Yusuf Yaqub al-Mansur fait interdire la philosophie, les études et les livres Maroc et en Espagne. Averroès et son œuvre sont visés, le 17 février 1600.
Giordano Bruno est supplicié sur le bûcher, pour son rejet de la transsubstantiation, de la Trinité, son blasphème contre le Christ, sa négation de la virginité de Marie, le 7 février 1752. En France, l'encyclopédie de Diderot est censurée, car elle mettait en cause les fondements idéologiques de la société de l'époque. Le 16 mai 1849, Karl Marx est expulsé de Cologne, après la Révolution allemande de 1848, pour articles séditieux. Mais d'autre part, paradoxalement, la philosophie a aussi réussi à s'institutionnaliser. L'existence d'universités où elle est enseignée, de sociétés érudites philosophiques, comme la Kantgesellschaft, ou de concours prestigieux, comme l'agrégation en France le prouve clairement. Les dirigeants peuvent alors prendre conseil auprès des philosophes, et s'inspirer de principes philosophiques tels les despotes éclairés du XVIIIe siècle 27. Enfin, la philosophie peut considérer qu'elle doit développer théoriquement un projet politique, que soient les philosophes, comme chez Platon, soit le chef d'un État, selon Machiavel 28, soit les masses elles-mêmes, Marx 29, devraient mettre en place. Et l'exemple le plus classique des ambitions politiques de la philosophie, reste naturellement Platon, et sa célèbre République, dans laquelle il esquisse une véritable utopie politique rompant radicalement avec les modes traditionnels de pensée et d'action. Dans un autre contexte, Russell et Sartre tenaient la philosophie, pour inséparable de l'engagement politique 30. Philosophie et histoire de la philosophie occidentale. Représentation de la sagesse, 1635. Sapien dominabitur astri. Traduction libre du texte. Qui acquiert la sagesse sera maître des astres. Si la philosophie a une longue histoire, il convient de distinguer la pratique de la philosophie de l'étude simple des doctrines passées. Parfois atténuée, voire effacée, cette distinction est pourtant cruciale. Nombre de penseurs en appellent aux philosophies antérieures pour les appuyer, s'en inspirer, ou encore les critiquer. Il y a là un appel à l'histoire, et à un fond culturel commun, mais ça ne fait pas de la philosophie une discipline historique. La pratique philosophique, n'étant pas uniquement une glose, sur la philosophie des époques précédentes, il faut la distinguer de l'histoire de la philosophie. Et l'histoire de la philosophie, consiste à tenter de reconstruire, de comprendre, d'interpréter, voire de critiquer, les positions et thèses de penseurs comme Platon, Thomas d'Aquin, Hegel, etc. Il s'agit moins d'évaluer la pertinence philosophique, ou l'intérêt actuel de ces philosophes, que de savoir ce qu'ils ont vraiment dit, et de restituer leur pensée dans leur contexte d'apparition. Ce travail d'étude porte également sur des courants philosophiques, le scepticisme antique, le néokantisme, ou des questions débattues au cours de l'histoire, le dualisme de l'âme et du corps, la querelle des universaux, appartiennent elles aussi à l'histoire de la philosophie. La philosophie, prise comme activité, a pour but d'étudier et de répondre à des questions relevant d'un problème, d'un domaine ou branche de la philosophie. Il va sans dire que cette pratique amène constamment à se référer aux philosophes antérieurs, mais le rapport à l'histoire est ici différent de celui qu'aurait l'historien de la philosophie. Dans un tel cas, le philosophe ne vise pas à savoir ce qu'un tel a pensé, il cherche à réintégrer cette pensée dans son argumentation personnelle, il instrumentalise les philosophies précédentes, pour justifier sa pensée, et faire apparaître son point de vue propre. L'essence de cette pratique est de répondre à des problèmes, à des questions, en utilisant si besoin l'histoire de la philosophie. Nous nous tournerons d'abord vers cette approche de la philosophie, avant de livrer un exposé de l'histoire de la philosophie. Les branches de la philosophie occidentale. La philosophie est loin d'être un domaine de connaissance bien délimité au sens où les problèmes, auxquels elle se confronte sont d'une extrême variété. Elle étudie de nombreux objets, certains proches, c'est pourquoi sa subdivision en différentes branches, est problématique et relève de l'arbitraire. De plus, si des pans entiers de la philosophie sont apparus au XXe siècle, certains domaines se sont détachés très nettement de la philosophie à l'époque moderne. La physique, par exemple, était considérée comme appartenant à la philosophie, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais le détachement n'est pas toujours aussi net, ainsi la science politique, considérée comme une ancienne branche de la philosophie devenue autonome, entretient un dialogue permanent avec la philosophie politique, qui n'est donc pas morte. De même, la biologie, qui a longtemps été entravée par son appartenance à la philosophie, avec les thèses finalistes, mécanistes et vitalistes, revient par une porte dérobée. En effet, à l'aube du XXIe siècle, le développement des biotechnologies a pour corollaire l'apparition d'un nouveau champ d'études philosophiques, la bioéthique. Malgré ces difficultés, les branches suivantes se distinguent aujourd'hui car chacune a un objet propre bien délimité qu'elle soumet à des questionnements spécifiques, et notamment ceux indiqués ici. La métaphysique et ses diverses branches, y a-t-il des réalités immatérielles? Dieu existe-t-il? L'âme est-elle immortelle? Incorporelle?
L'ontologie, rattachée ou non à la métaphysique, selon les interprètes, qu'est-ce que l'être? Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? La philosophie de la religion, partiellement rattachée à la métaphysique, puisqu'elle tente de définir le divin, et pose la question de l'existence de Dieu, qu'elle double d'une interrogation, sur la nature du sacré en général, la morale ou l'éthique, discipline pratique et normative permettant, de définir la meilleure conduite, pour chaque situation. Quelle est la fin des actions humaines? Le bien et le mal sont-ils des valeurs universelles permettant, de définir cette fin? La philosophie politique, d'où peut provenir la légitimité du pouvoir? Quel est le meilleur régime politique? La morale peut-elle et doit-elle guider l'action politique? La philosophie du droit, quelles sont les relations entre droit et justice? Comment naissent les normes juridiques? Selon quels critères faut-il les juger? La gnoséologie, ou théorie de la connaissance, d'où provient la connaissance? Qu'est-ce que la vérité? L'esthétique, qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que l'art? La philosophie de l'esprit, quelles sont les relations entre corps et esprit? Comment fonctionne la cognition? La philosophie de la logique, la philosophie de l'action, la liberté est-elle illusoire? La philosophie de l'histoire, l'histoire est-elle régie par des lois, une nécessité, ou est-elle le fruit absurde de la contingence? La philosophie du langage, quelle est l'origine du langage? En quoi le langage se distingue-t-il d'autres systèmes de communication? Quelle relation entretiennent langage et pensée? L'épistémologie, qui est littéralement un discours sur la connaissance, ou encore sur la science dans une acception restreinte assez courante, et rejoint dans ce sens la gnoséologie, ou théorie de la connaissance, tout en se référant également à la méthodologie et aux philosophies du langage et de l'action. Frise chronologique. Histoire de la philosophie occidentale. Article détaillé. Histoire de la philosophie. Quelques philosophes importants de la zone européenne, selon leur lieu de naissance. Philosophie antique. Article détaillé. Philosophie antique. Période grecque. La philosophie grecque a connu trois grandes périodes 31. La période présocratique, précédant Socrate, certains d'entre ces présocratiques furent des contemporains de ce dernier, qui comprend tous les penseurs et leur conception du monde. Ils sont considérés comme les fondateurs de la tradition philosophique occidentale. La période grecque classique, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui commence avec Socrate à Athènes, et se poursuit avec Platon, Diogène et Aristote. Ce même siècle est également celui de la sophistique représentée par Gorgia et Protagoras, entre autres. Après les conquêtes d'Alexandre le Grand, vient ce que l'on a nommé la période hellénistique, Épicure, les stoïciens ou les sceptiques, qui sont les penseurs les plus importants de cette époque. L'école d'Athènes, détail d'une fresque de Raphaël, représentant les différentes écoles de l'Antiquité grecque. On reconnaît, au centre, Platon montrant le ciel du doigt, allusion à sa théorie des idées, et Aristote montrant la terre, allusion à son souci d'ancrer la philosophie dans la connaissance des faits empiriques. La philosophie grecque se caractérise par le fait qu'elle est dominée par l'éthique, par la question « comment bien vivre ?», et plus particulièrement par celle de la vertu et du bonheur. L'importance de ce thème apparaît évidente à la lecture des dialogues de Platon, des textes d'Aristote, des stoïciens ou d'Épicure. La conséquence de cette tendance est que la philosophie était comprise comme une façon de vivre et non pas uniquement comme un discours théorique, même si ce dernier ne saurait être ignoré, naturellement, ce qui est particulièrement frappant chez un Socrate, un Diogène ou chez les stoïciens. Les deux autres grands domaines de la recherche des penseurs antiques sont d'une part la cosmologie et la physique, ce qu'on a longtemps nommé philosophie naturelle, d'autre part la théorie de la connaissance parfois liée à la logique. Ainsi, la question fondamentale, qui occupait les philosophes présocratiques, était la question du principe de toute chose. Au travers d'un mélange d'observations empiriques et de spéculations, ils tentèrent de comprendre la nature et ses phénomènes. Ainsi le premier philosophe connu, Thalès, tenait l'eau pour le principe de toute chose. Platon dans le Timée, livre dont l'influence fut primordiale au cours de l'histoire de la philosophie, cherche lui aussi à expliquer la naissance du monde, et imagine un démiurge, qui aurait créé notre univers, en reproduisant le modèle éternel que sont les idées. Enfin, la physique d'Aristote, tout comme la lettre à Hérodote d'Épicure, ou la physique stoïcienne, montre le vif intérêt des anciens, pour la connaissance de la nature. Physique. La théorie de la connaissance, et la logique étaient elles aussi essentielles, pour les philosophes de l'Antiquité. Les sophistes défendent souvent une thèse, qu'on peut qualifier de relativiste, car elle revient à nier l'existence d'une connaissance objective, et universellement valable. Rien n'est vrai, en soi. Pour chacun la chose apparaît, telle qu'elle apparaît, selon les circonstances, et l'environnement 32. Tel est le sens de la célèbre formule, la personne humaine est la mesure de toute chose.
Platon, à la suite de Socrate, qui affirmait l'existence d'une science objective des valeurs et des normes morales, développe une théorie de la connaissance explicitée dans la République et le Théétète. Platon fait en effet la distinction entre la simple opinion, ou doxa, empirique et sans fondement, et le véritable savoir philosophique, qui ne peut être acquis que par un long parcours d'apprentissage des mathématiques, de la dialectique et de ce qu'on appelle la théorie des idées 33. Épicure, quant à lui, développe toute une théorie empiriste de la connaissance afin de déterminer les critères que doit remplir une connaissance pour être vraie. Enfin, aussi bien Aristote que les stoïciens ont fondé une logique formelle, sous la forme, respectivement, de la syllogistique et d'une logique des propositions. Période romaine et de l'Antiquité tardive. Les Romains, dominant petit à petit le contour de la mer Méditerranée, la Mare Nostrum, s'approprient ensuite l'héritage grec de différents courants philosophiques. Certains auteurs romains nous ont légué à travers le temps des principes et concepts de philosophie grecque, qui aujourd'hui manquent par faute de textes originaux ou de copies. C'est le cas de Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ, avec son chef-d'œuvre poétique, De Rerum Natura, explicitant l'épicurisme. Seules 3 lettres d'Épicure nous sont parvenues, malgré le rejet de la poésie, par les épicuriens. Il est en effet probable qu'il y ait eu sous les yeux des traités aujourd'hui perdus 34. Nous devons probablement à Cicéron, philosophe de première importance, d'avoir sauvé le poème de Lucrèce. Premier écrivain ayant rédigé des ouvrages philosophiques en latin, et Cicéron ne peut être rattaché à aucune école, faisant preuve d'éclectisme, mais il a toutefois largement contribué à répandre la philosophie stoïcienne et épicurienne dans le monde romain. Les stoïciens sont représentés par de grands hommes de pouvoir, Sénèque, 1er siècle, et Marc Aurèle, 2e siècle. Le premier de ces 2 personnages est célèbre d'une part de sa proximité, qui lui sera fatale, avec l'empereur Néron, d'autre part parce qu'il est considéré comme le représentant plus complet du stoïcisme, bien que s'en émancipant, notamment par l'entremise de ses œuvres, à savoir 2 de ses dialogues, De brevitat vitae, de la brièveté de la vie, De vita habitat, sur la vie heureuse. Le second stoïcien est Marc Aurèle, empereur romain. Influencé par Épictète, il développe dans son fameux Pensées à moi-même les plus hautes valeurs, qui doivent relever de l'être humain, sagesse, justice, courage et tempérance. Le néoplatonisme, mouvement fondé par Plotin, 3e siècle, voulait concilier la philosophie de Platon, avec des idées conceptuelles de l'Égypte et de l'Inde 35. Il y eut 2 phases concernant le néoplatonisme durant l'Antiquité, et une autre plus locale, lors de la Renaissance. De consonance bien plus mystique que les idées platoniques, Plotin voit la philosophie comme un cheminement de l'âme vers le principe de transcendance du bien, donnant pour but à ce système l'union avec le principe premier, originel, Dieu. Augustin d'Hippone, ou Saint Augustin, 4e siècle, personnage le plus important pour la propagation du christianisme après saint Paul, laisse une abondante trace écrite qui sera d'une influence décisive sur le devenir de l'Occident, et de ce point de vue, sur de nombreux philosophes et théologiens. Sa pensée, l'augustinisme, nommé ainsi après sa mort, consacre l'idéalisme platonicien. Philosophie médiévale. La philosophie médiévale d'Occident et du Proche-Orient sont issues du même courant. Ce sont les penseurs musulmans et chrétiens, puis entre musulmans eux-mêmes, qui en cherchant des arguments convaincants, vont faire appel à la philosophie antique. Du Moyen-Orient, principalement musulmans, vont naître plusieurs écoles de pensée et de méthodes qui seront reprises plus tard en Occident, alors que les sociétés musulmanes finiront par étouffer les idées originales nées durant cette période 36. La philosophie médiévale en Occident est caractérisée par la rencontre du christianisme et de la philosophie. La philosophie médiévale est une philosophie chrétienne, à la fois dans son intention et par ses représentants, qui sont presque tous des clercs. Un thème fondamental constant est à partir de là aussi le rapport entre la foi et la raison. Mais ceci ne signifie pas que la pensée se manifeste désormais selon une unité dogmatique. Le conflit des directions philosophiques entre elles d'une part, et les condamnations de thèse, par les autorités ecclésiastiques d'autre part, montrent bien que la pensée se déploie sur des voies très autonomes et divergentes. Malgré sa grande diversité, et sa longue période de développement, elle se manifeste cependant une certaine unité dans la présentation des questions philosophiques, discussion des auteurs du passé, confrontation avec les saintes écritures, et les textes des pères de l'Église, afin d'examiner toutes les facettes d'un même problème, dont à la fin l'auteur proposait la résolution. La première période coïncide avec l'Antiquité, la patristique, du 2e au 7e siècle environ, est caractérisée par les efforts des pères de l'Église, pâtres, pour édifier la doctrine chrétienne à l'aide de la philosophie antique, et de l'assurer ainsi à la fois, contre le paganisme et contre la gnose.
Le représentant de la philosophie chrétienne le plus important, et ayant eu le plus d'influence dans l'Antiquité est saint Augustin. Son œuvre, influencée par le néoplatonisme, est une des principales sources de la pensée médiévale. Après la fin de l'Antiquité, les textes transmis sont, durant des siècles, conservés et recopiés dans les monastères. Pourtant, paradoxalement, la pensée philosophique perd son autonomie et sa force propre. La date symbolique de 529 ap. Jésus-Christ voit la fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes ordonnée par Justinien. Les maîtres de l'Académie, Damasio, Simplicio de Cilicie, Précien de Lydie, Eulamio de Phrygie, Hermia de Phénicie, Diogène de Phénicie, Isidore de Gaza, décident d'aller chercher asile à la cour du roi des Perses Ctésiphon, puis à Aran où se maintient une secte philosophico-religieuse se réclamant du néoplatonisme et de l'hermétisme. La conversion des philosophes de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie au christianisme marque la disparition de cette école, en 541 ap. Jésus-Christ. La période qui s'ouvre à partir du IXe siècle est appelée généralement la scolastique. L'appellation de scolastique, scola équivaut à école, désigne ceux qui s'occupent scolairement des sciences, et particulièrement les professeurs, qui travaillent dans les écoles des diocèses, ou de la cour fondée par Charlemagne, et plus tard, dans les universités. Mais avec le terme de scolastique, c'est avant tout une méthode qui est évoquée. Les questions sont examinées, et résolues rationnellement suivant le pour et le contre. Ce qui caractérise la scolastique, c'est un retour aux textes anciens, leur analyse critique et leur message. Les universités, fondées à partir du XIIe siècle, deviennent le centre de la vie intellectuelle. Le développement du savoir dans les 4 facultés fondamentales suivantes, philosophie, septem arte libérale, théologie, droit, et médecine. Les disputations, qui ont lieu dans les universités, suivaient le strict schéma de la méthode scolastique. À la fin, sa sclérose formelle fut le point de départ de la critique, qui se réalisa à la Renaissance, contre cette forme de philosophie. Les sources antiques auxquelles s'abreuve la scolastique sont avant tout saint Augustin, la tradition néoplatonicienne, avec ici les écrits d'un auteur inconnu, qui se nomme Denis l'Aréopagite. Boès qui transmet la logique aristotélicienne, plus tard, l'ensemble des textes d'Aristote. On distingue les périodes suivantes. Au cours de la première scolastique, 11e au 12e siècle, débute l'élaboration de la méthode proprement scolastique. À ce moment se propage la querelle des universaux, qui est aussi le thème du siècle suivant. La question est de savoir si, à toutes les déterminations universelles, genre et espèce, par exemple l'espèce humaine, correspond une réalité indépendante de la pensée, ou si elle n'existe que dans la pensée en soi. L'influence du monde arabe est très importante pour le développement futur de la philosophie. Dans les années 800-1200, la culture islamique a permis la transmission de la philosophie et de la science grecque. C'est de cette manière qu'une plus grande partie des écrits, que celle dont disposait le Moyen-Âge chrétien devint accessible. Ce fut le cas des œuvres complètes d'Aristote. La nouvelle réception d'Aristote imprègne l'image de la haute scolastique, environ 12e au 13e siècle. Aucun penseur ne parvient à une connaissance complète des principes d'Aristote. C'est sur ce point que s'oppose la pensée franciscaine, orientée vers l'augustinisme, et la pensée aristotélicienne des dominicains. Thomas d'Aquin a repris la vaste entreprise systématique visant à l'union de l'aristotélisme et de la pensée chrétienne. Le caractère antinomique de certains enseignements d'Aristote, avec le dogme chrétien conduisit, de la part de l'Église, à une interdiction temporaire de certains écrits, et à la condamnation d'une série de thèses philosophiques. Avec Maître Écart, la tradition de la mystique médiévale parvint à son apogée, il s'agit de la voie vers la contemplation intérieure, et de l'union avec le divin. Les représentants plus lointains sont Henri Suze, Jean Toller et Jean Gerson dans la scolastique tardive, XIVe siècle, qui s'impose avec Guillaume d'Occam et la critique des systèmes métaphysiques des anciennes écoles, Via Antica. La nouvelle voie, Via Moderna, appelée aussi le nominalisme, va de pair avec un épanouissement des sciences naturelles, Nicolas de Rym, Jean Buridan. Atlas de la philosophie, livre de poche. Philosophie islamique. Article détaillé, Kalam et philosophie islamique. Les sources de la philosophie islamique proviennent à la fois de l'islam en lui-même, Coran et Sunna, ainsi que de la philosophie grecque, iranienne pré-islamique et indienne. C'est en cherchant à affiner la doctrine de l'islam, et à interpréter correctement les hadiths, tout en extrapolant, sur les questions religieuses, qui n'avaient pas été explicitement tranchées dans le Coran, que naît la méthode de l'Injsia. Avec elle s'ouvrent les premiers débats philosophiques et théologiques en islam, notamment entre les partisans du libre arbitre ou qadar, de l'arabe qadara, qui a le pouvoir, et les djabarites, de djabar, force,
contrainte, partisan du fatalisme. La théologie en islam doit répondre à des interrogations concernant la théodicée, l'eschatologie, l'anthropologie, la théologie négative, et la religion comparée. Plusieurs courants philosophiques existent en terre d'islam. La philosophie hellénistique de l'islam, falsafa. La théologie dialectique, kalam. Le soufisme, théorie ésotérique de l'islam, les écoles littéralistes, atharisme comme pour le madhabambalisme. La madhab mutazilite est née d'une opposition, aux vues traditionnelles des musulmans partisans du califat. Puis, s'intéressant aux attaques que subissait l'islam de la part des non-musulmans, ces mutazilistes devinrent rapidement obsédés par le débat avec les autres théologies et courants de pensée à l'intérieur de l'islam lui-même. Le calife al-Mamun fait du mutazilisme la doctrine officielle en 827, et crée la Maison de la Sagesse en 832. Très rapidement, la philosophie grecque est introduite dans les milieux intellectuels persans et arabes. L'école péripatétique commence à avoir des représentants parmi eux. Ce fut le cas d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Ibn Sina, Avicenne, et d'Ibrush, Averroès. Ceux qui cherchaient par une démonstration philosophique à conforter et démontrer le bien fondé de leur foi religieuse, ont été recrutés par Hunayn ibn Ishaq, un arabe chrétien qui dirige la Maison de la Sagesse dans les années 870. Ils ont collecté, traduit et synthétisé tout ce que le génie des autres cultures grecques, indiennes, perses ont pu produire avant d'entreprendre les commentaires sur ces œuvres. C'est ce travail qui forme les bases de la philosophie musulmane du 9e et 10e siècle. Ceux qui utiliseront cette méthode dite ilm-al-kalam basée sur la dialectique grecque, seront appelés mutakalamin. En réponse au mutazilisme, Abu al-Hasan al-Ash'ari, initialement un mutaziliste lui-même, développe le kalam et fonde l'école de pensée acharite, qui s'appuie sur cette méthode. Ainsi le kalam et la falsafa influenceront plusieurs madhabs. Sous le califat des Abbassides, un certain nombre de penseurs et de scientifiques, et parmi eux de nombreux musulmans non sunnites ou des non-musulmans, en particulier des lettrés chrétiens syriaques, ceux-ci les ayant auparavant traduits du grec en syriaque, puis en arabe 37, jouent un rôle dans la transmission à l'Occident des savoirs grecs, indiens et d'autres sagesses pré-islamiques, mésopotamiennes et perses. Trois penseurs spéculatifs, les deux persans Al-Farabi et Avicenne, et l'arabe Al-Kindi, combinent l'aristotélisme et le néoplatonisme avec d'autres courants dans l'islam. Ils furent considérés, par beaucoup comme déviants, par rapport à l'orthodoxie religieuse, et certains les jugèrent même comme des philosophes non musulmans. Les Ismaéliens ne sont pas à l'écart de l'influence de la philosophie néoplatonicienne, et plusieurs penseurs collaborent pour produire à Basra une encyclopédie, l'Aïkvan al-Safa. Le XIIe siècle voit l'apothéose de la philosophie pure, et le déclin du kalam. Cette suprême exaltation de la philosophie doit être attribuée, pour une large part aux persans al-Ghazali et aux juifs Juda Halevi. En émettant des critiques, ils ont produit par réaction un courant favorable à la philosophie, par une mise en cause des concepts, et en rendant leur théorie plus logique et plus claire. Ibn Bajjah et Averroès ont produit les plus belles œuvres de la pensée islamique. Averroès clôt le débat, par son œuvre d'une grande hardiesse. La fureur des orthodoxes est en effet telle que le débat n'est plus possible. Les orthodoxes s'en prennent sans distinction à tous les philosophes et font brûler les livres. Le débat se poursuivra, mais en Occident, par l'intermédiaire des Juifs. D'aucuns considèrent Ibn Khaldoun comme le dernier grand penseur de ce temps philosophique islamique. Il vécut au XIVe siècle. Il fut avec son grand œuvre Al-Muqaddimah, en particulier sa brillante introduction, en avance sur son époque, et l'inventeur de la sociologie. Philosophie chrétienne. La philosophie trône parmi les 7 arts libéraux et illustrations extraites de l'Ortu, de l'Isyarum de Erhard von Landsberg, XIIe siècle. Article détaillé, philosophie médiévale. Souvent caricaturée et décriée, la philosophie médiévale s'étend sur la vaste période qui sépare la philosophie antique, tardive de la philosophie moderne. Bien loin de se résumer à l'image négative qu'a aujourd'hui la scolastique, elle présente toute une variété de penseurs d'inspiration sensiblement différentes. 38. D'une part, le Moyen-Âge est une des périodes les plus fécondes en ce qui concerne la logique. Certaines lois logiques ont été connues dès le Moyen-Âge, par exemple Pierre d'Espagne connaissait déjà ce qu'on appellera plus tard la loi de De Morgan, avant d'être ensuite oubliée. C'est surtout la philosophie de la logique qui connut un développement important. Les penseurs médiévaux se concentrèrent plus particulièrement sur la célèbre querelle des universaux, dont le point de départ fut une remise en cause de la théorie des idées platoniciennes. Elle fut animée entre autres par Abélard, Albert le Grand et Guillaume d'Occam. D'autre part, le Moyen-Âge fut aussi un âge de redécouverte de la philosophie antique à partir du XIe siècle 39.
La traduction en latin du corpus aristotélicien modifiera ensuite grandement la donne, et contribuera à réaffirmer Aristote comme l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Mais cette redécouverte ne sera possible que par l'intermédiaire des Syriaques de la Mésopotamie et de la Syrie, désireux de s'instruire et souhaitant qu'ils servent à l'exégèse des textes religieux. Les conquérants arabes se virent remettre les ouvrages traduits, ce qui permit le passage des œuvres en Occident 40. La tradition de commentaire des textes est aussi très présente. Le commentaire des sentences de Pierre Lombard sera pour longtemps un exercice canonique de l'époque. Quant au commentaire d'Aristote, par saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, ceux-ci feront longtemps autorité, et constitueront un modèle du genre. Enfin, la philosophie médiévale est très liée à l'Église, et les réflexions philosophiques ont souvent un fond religieux et théologique plus ou moins prégnant. Les philosophes du Moyen-Âge, qui avaient tous reçu une formation en théologie, se basaient sur les textes bibliques, et tentaient souvent de concilier les enseignements de la Bible avec les écrits des philosophes antiques. Cette réconciliation prit la forme d'une subordination de la philosophie à la théologie, ou plutôt d'une complémentarité, les vérités révélées des Écritures primant sur la lumière naturelle de la raison, l'une n'allant jamais contre l'autre. La grande synthèse de la foi et de la raison, c'est-à-dire d'Aristote, de la théologie et de la révélation, fut réalisée au XIIIe siècle, notamment par des penseurs comme Thomas d'Aquin. Philosophie juive. Article détaillé. Philosophie juive. Deux réactions eurent lieu chez les Juifs face à la philosophie grecque. Alors que les Juifs restés en Judée se rebellaient contre l'hellénisation, d'autres s'installaient en terre grecque, à Alexandrie, et produisaient des penseurs qui, à l'exemple de Philon, n'hésitaient pas à confronter les deux langages. Représentant typique du judaïsme hellénisé d'Alexandrie, Philon ne parle probablement pas l'hébreu. Il rêve de concilier religion et philosophie, révélation et raison. La philosophie est le moyen de défendre et de justifier les vérités révélées du judaïsme. Celles-ci sont pour lui fixées et déterminées, et la philosophie permet d'en approcher. La Bible hébraïque est, pour lui, un ouvrage de législation religieuse parsemé de leçons d'éthique. Moïse, un précurseur de Solon ou Lycurgue, les commandements bibliques hébraïques inculquent à la personne humaine les fondements du stoïcisme, et accordent son rythme au rythme cosmique et universel. Le Shabbat vise à abolir toute barrière sociale, la cacheroute a enseigné la modération et la frugalité. Il fallut l'expansion du monde de l'islam, pour que la philosophie revienne frapper en force aux portes du monde juif. Elle avait désormais un tout autre visage. D'un côté, les mutazilites s'en faisaient un outil, afin d'étudier rationnellement les textes sacrés. De l'autre côté, le néoplatonisme avait été adapté puis adopté. L'émanationnisme, la perfection infinie de l'un, la montée de l'âme, etc., sont des thèmes très proches des croyances religieuses, permettant de s'essayer à la fois à la spéculation rationnelle et à la spéculation mystique. L'un des penseurs les plus marquants du judaïsme, Judas Halevy, se leva alors pour combattre la philosophie. Cependant, Judas Halevy ne cessa de se mouvoir dans l'univers mental de ses adversaires, pour les contrer, alors que son contemporain, Abraham ibn Halevy, tentait d'introduire ses contemporains aux idées d'Aristote. L'aristotélisme trouva son représentant dans le géant de la philosophie juive, Maïmonide. Il changea littéralement le champ de vision du judaïsme. Il fut l'aigle de la synagogue, qui écrivit le commentaire sur la Mishnah et le Mishneh Torah, le prince des médecins, et surtout un des plus grands érudits que connut le judaïsme. Auteur du guide des égarés dont le but est de résoudre la difficulté qui se présente à l'esprit d'un juif croyant, concurremment nourri de réalités philosophiques, Maïmonide a réussi à expliquer les anthropomorphismes bibliques, à dégager la signification spirituelle cachée derrière les significations littérales, et à montrer que le spirituel était la sphère du divin. L'humanisme. Article détaillé. Humanisme, philosophie. L'humanisme est un courant de pensée qui apparaît pendant la Renaissance. Il consiste à valoriser l'humanité, à le placer au centre de son univers. Dans cette optique, le principe de base de cette théorie est que la personne humaine est en possession de capacités intellectuelles potentiellement illimitées. La quête du savoir et la maîtrise des diverses disciplines sont nécessaires au bon usage de ses facultés. Il prône la vulgarisation de tous les savoirs, même religieux. Pour certains humanistes, la parole divine doit être accessible à toute personne, quelles que soient ses origines, sa langue, traduction de la Bible, par Erasme en 1516, ou sa catégorie sociale. Ainsi, cet humanisme vise à lutter contre l'ignorance, et à diffuser plus clairement le patrimoine culturel, y compris le message religieux. Cependant l'individu, correctement instruit, reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Les notions de liberté, ce que l'on appelle le libre arbitre,
de tolérance, d'indépendance, d'ouverture et de curiosité, sont de ce fait indissociables de la théorie humaniste classique. L'humanisme désigne toute pensée, qui met au premier plan de ses préoccupations le développement des qualités essentielles de l'être humain. La liste des philosophes d'inspiration humaniste comprend aussi bien Pétrarque que Léonard de Vinci, Montaigne, Thomas Jefferson ou encore Albert Schweitzer, ceci pour indiquer la longue portée, jusqu'à nos jours, de ce courant philosophique. Philosophie moderne. Article détaillé. Philosophie moderne. René Descartes, 1596 à 1650. Par philosophie moderne, il faut entendre les courants philosophiques qui se développent au cours de ce que les historiens appellent l'époque moderne, 1492 à 1789. Elle est, d'une part, l'héritière de la pensée antique en bien des points. Descartes, Spinoza, Leibniz ou Hume, pour ne citer qu'eux, sont loin d'avoir rompu tout lien avec la philosophie des anciens. Ils les connaissaient parfaitement et leur ont notamment emprunté leur vocabulaire. Mais d'autre part, les modernes ont souvent compris leur propre travail comme une amélioration de ce que les philosophes de l'Antiquité avaient déjà accompli, ce qui les conduisit parfois à s'opposer à ce dernier. Cette tentative d'améliorer la philosophie antique apparaît clairement dans la philosophie politique, une des grandes caractéristiques de la philosophie moderne, étant en effet d'avoir renouvelé celle-ci. Machiavel ou Hobbes ont tous deux voulu fonder la philosophie politique comme science, en la séparant nettement de l'éthique, alors que cette dernière et la politique étaient inséparables, chez les trois grands penseurs de l'Antiquité qu'étaient Socrate, Platon et Aristote. En outre, aussi bien Spinoza et Hobbes que Machiavel ont cherché à fonder la philosophie politique sur l'étude de la personne humaine telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être comme le faisaient les anciens. Mais la philosophie moderne, au sens où nous l'avons délimitée, comprend aussi, dès la fin du XVIIe siècle, la philosophie des Lumières et le libéralisme, Locke, Rousseau, Diderot, Voltaire entre autres. Le mot « philosophe » y prend le sens nouveau de « membre du parti philosophique » au fur et à mesure que se dessine une philosophie politique qui privilégie la démocratie, la tolérance et la souveraineté du peuple, que ce soit dans le traité théologique ou politique de Spinoza, le contrat social de Rousseau ou dans les deux traités du gouvernement civil de Locke. David Hume, 1711 à 1776. L'autre grande caractéristique de la philosophie moderne est l'importance qu'y jouent les sciences, même s'il faut remarquer que la philosophie du XVIIe siècle privilégie plutôt les mathématiques et la physique, mécaniste, alors que les philosophes du XVIIIe siècle se tournent davantage vers la biologie. Les penseurs menant en effet souvent une carrière de savants, ou nourrissaient en tout cas un vif intérêt pour la science. Leibniz et Descartes, notamment, étaient de grands savants, de même qu'un siècle plus tard Diderot développa des réflexions annonçant le transformisme. Du point de vue de la méthode, la philosophie s'inspire alors soit des mathématiques, tels Descartes et Spinoza, soit de la physique, Hobbes. Ou bien elle tente de fonder une méthode applicable à tous les domaines du savoir, philosophie, physique, mathématiques, etc., par exemple pour Leibniz. La méthode de la philosophie s'inspire donc souvent de celle des sciences ou des mathématiques. Enfin, en ce qui concerne la théorie de la connaissance, il est traditionnel de distinguer de grands courants, le rationalisme, avec Descartes, Leibniz et Spinoza, et l'empirisme, Hume et Locke. De façon très schématique, les rationalistes affirment l'existence d'une connaissance indépendante de l'expérience, purement intellectuelle, universellement valable et indubitable. Les empiristes, eux, affirment que toute connaissance procède de l'induction et de l'expérience sensible. Ce sont souvent aussi des sceptiques, par exemple Hume, qui affirme qu'il n'existe aucune connaissance universellement valable, mais seulement des jugements nés de l'induction, et que l'expérience pourra réfuter. Kant défend une position originale dans cette discussion. Il affirme en effet à la fois la nécessité de l'expérience, mais aussi des concepts et des formes de la sensibilité, a priori pour la constitution de la connaissance. Sa thèse combine donc à la fois l'empirisme et le rationalisme. Kant, qui nie à la différence des rationalistes la possibilité d'une connaissance ne reposant pas sur l'expérience, distingue par la suite les choses en soi, connues sans le recours de l'empirie, et les choses pour nous, telles que nous les connaissons. Les premières sont inconnaissables pour nous, Dieu, la liberté et l'âme. Philosophie contemporaine. Article détaillé. Philosophie contemporaine. Le 19e siècle. Adolphe von Menzel, Le laminoir en fer, 1872 à 75. La révolution industrielle provoqua une révolution dans les conditions de vie qui devait amener un bouleversement de la pensée philosophique, économique et politique. La philosophie du 19e siècle se divise en des directions si différentes
qu'elle ne se laisse pas ramener à un seul et unique concept. Elle comprend la philosophie romantique, l'idéalisme allemand, le positivisme, la pensée socialiste et matérialiste de Marx, Feuerbach ou Proudhon, le pragmatisme ainsi que nombre de penseurs difficiles à classer tels Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard ou encore plus tard Chestov. Une partie de la philosophie, et surtout de la philosophie allemande, se comprend comme un dialogue critique, mais aussi constructif, avec la pensée kantienne. Ce fut le cas de l'idéalisme allemand, de Schopenhauer et de Nietzsche. Le but avoué étant de reprendre ce qui semblait le plus intéressant dans la philosophie de Kant, et de les débarrasser ce qui semblait être des restes d'une métaphysique dépassée. Les courants philosophiques marqués par l'empirisme ont pris une autre direction, comme le positivisme de Kant, qui voulait dépasser la pensée métaphysique uniquement au moyen des sciences empiriques, c'est-à-dire sans se recourir aux explications métaphysiques. En Angleterre, Bentham et Mill développèrent l'utilitarisme, qui soumettait l'économie et l'éthique à un rigoureux principe de comparaison des avantages et des inconvénients, et qu'avec l'idée d'un bien-être pour tous, le principe du plus grand bonheur au plus grand nombre joua un rôle fondamental. L'économie et la philosophie politique furent marquées par Marx, Engels ou Proudhon ou encore Hume et Adam Smith. Les deux premiers voulaient modifier profondément les conditions de vie des ouvriers, par un bouleversement des structures économiques et politiques de leur époque, que les philosophes avaient pour tâche de conceptualiser. Il est par contre difficile de classer toute une série de philosophes tels Schopenhauer, Kierkegaard et Nietzsche. Schopenhauer mettait en avant la puissance et la domination de la volonté sur la raison en s'inspirant des Upanishads, principes philosophiques constituant, pour partie la pensée indienne des Védas, alors en vogue dans certaines universités européennes. Sa vision du monde pessimiste, profondément marquée par l'expérience de la souffrance, témoigne d'une influence védique, et de l'idée bouddhiste de Nirvana. Nietzsche, qui tout comme Schopenhauer, accordait une grande importance aux arts, se désignait lui-même comme un immoraliste. Pour lui, les valeurs de la morale chrétienne traditionnelle étaient l'expression de faiblesse et d'une pensée décadente. Il analysa les idées de nihilisme, de surhomme et de l'éternel retour de la répétition sans fin de l'histoire. Kierkegaard était en bien des points un précurseur de l'existentialisme. Il défendait une philosophie imprégnée de religion, et représentant un individualisme radical, qui dit comment on doit se comporter en tant qu'individu singulier dans les différentes situations concrètes. Le XXe siècle. Freud, fondateur de la logique moderne. La philosophie du XXe siècle se caractérise elle aussi par une importante variété de doctrines, dominée globalement par de grandes familles de pensée, la philosophie analytique et la phénoménologie. La philosophie analytique, philosophie dominante de la seconde moitié de ce siècle, qui prend racine en Allemagne avec Frege, en Autriche avec Moritz Schlick et Rudolf Carnap, au Royaume-Uni avec Russell et Whitehead, et en Pologne avec l'école de Lwów-Varsovie, Tarski, Kotarbi, Ski, Niewski, Łukasiewicz, est majoritaire dans l'ensemble des pays anglophones, et dans une grande partie de l'Europe, Autriche, Allemagne, Pologne, Suisse, pays scandinaves, etc. Elle se caractérise par un usage important de la logique mathématique, et plus généralement par une grande attention portée au langage, comme source d'illusion et de paralogisme. Elle a abouti à une reprise d'ensemble de nombreux problèmes philosophiques traditionnels tels que la nature de l'esprit et ses rapports au corps, voire philosophie de l'esprit, les problèmes relatifs à la nature de l'action, voire philosophie de l'action, l'essence et la fonction du langage naturel et formel confèrent la philosophie du langage, et la philosophie de la logique. Ses représentants les plus importants sont Russell, Frege, Whitehead, Wittgenstein,